Merci Richard. Mes chers amis, je voudrais commencer par faire un petit bilan qui illustre dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui, se trouve la France. Je vous chronomètre parce que je pense que je n'ai que 15 minutes. Alors, nous devenons, au sein du Conseil de sécurité, la 5e puissance. Au niveau mondial, la France est devenue la 8e puissance après le Qatar, l'Iran, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, les États-Unis bien sûr, qui sont à la tête des puissances du monde, qui sont devenus le gendarme du monde. Alors, on vient nous dire comment faire pour essayer, dans le cadre d'une restauration de la monarchie, adopter une diplomatie mondiale, une diplomatie nationale, pardon, dans ce village mondial. Autrement dit, comment nous adapter à ces circonstances internationales en cas de restauration de monarchie. Il me semble que cette démarche est complètement obsolète, car selon Jacques Bainville, certes, il peut y avoir des circonstances qui changent, mais l'homme, l'être humain, ne change pas. Comme vous l'avez souligné, il y a des lois naturelles qui sont là, il y a des lois, je dirais, historiques qui sont là, et nous devons revenir à ces sources-là pour pouvoir redéfinir ce qu'est la véritable, je dirais, position diplomatique de la France et qui doit s'affirmer d'une manière libre et indépendante. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui notre diplomatie, notre politique étrangère obsolète? Qu'est-ce qui nous a conduit progressivement à devenir la 8e puissance du monde? Vous allez me dire que, effectivement, du temps quand même de la République, il y a eu des moments et des prospérités. Mais en matière de diplomatie, c'est toujours progressif. Nous avons vu que le français ne constitue plus la langue de la diplomatie comme l'était avant. Eh bien, il y a une série d'exemples pratiques pour faire le bilan de cette régression diplomatique, et je vous renvoie pour cela au texte qui sera publié, où je citerai des exemples courants de cet échec de la diplomatie républicaine. Un échec qui est dû essentiellement à l'inféodation des dirigeants républicains aux groupes de pression et d'influence, aussi bien nationaux, bien sûr, je pense à la franc-maçonnerie, mais également internationaux, et notamment, je dirais, aux multinationales, et de plus en plus à la finance mondiale. Or, pour pouvoir s'émanciper de ce lourd fardeau, il va falloir affirmer une indépendance politique, pouvoir définir les choix, les positions politiques de l'intérieur, comme aujourd'hui la Russie est en train de le faire. Or, pour avoir cette indépendance, autrement dit, cette liberté, en termes de droit, on appelle ça la souveraineté. Il va falloir, premièrement, restaurer notre souveraineté nationale. Qu'est-ce que la souveraineté? C'est le fait, pour un système, pour un État, de ne pas être soumis à une autorité supérieure. Or, nous le savons, qu'aujourd'hui, nous sommes soumis à l'étranger, d'une part, à l'Union européenne, à Bruxelles, d'autre part, à l'OTAN qui constitue le bras armé des États-Unis. Alors, Maurras se posait la question, est-ce que la République est capable d'adopter une politique étrangère? Et sa réponse étant non. Pour quelle raison? Parce que c'est en raison de nos institutions qui, normalement, comme je le disais tout à l'heure, sont inféodées de plus en plus aux médias, à ces différents groupes de pression, ces lobbies, les sociétés secrètes telles que la franc-maçonnerie et d'autres, et qui, de ce fait-là, sont ligotés. Et à partir de là, seul le système monarchiste, avec un roi à la tête de l'État, va pouvoir redonner à la France son image,
son image, je dirais, telle qu'elle a été depuis l'Ancien Régime. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réfléchi sur la reconstruction donc, de notre diplomatie autour de deux axes. Premièrement, l'axe de la catholicité. Deuxièmement, l'axe, je dirais, de la francité et de la francophilie. Premier axe, c'est la catholicité. Qu'est-ce que la catholicité? Alors là, il ne faut pas négliger un élément qui est très important, qui est celui, le facteur culturel de la religion. Car au-delà du côté spirituel, la religion fait partie de la culture. Et malheureusement, la République a occulté cela parce qu'elle a imposé la laïcité comme religion d'État, comme l'a expliqué tout à l'heure Hilaire de Clinguet. Malheureusement, la laïcité est devenue la religion d'État. Or, au niveau international, qu'est-ce qu'on voit? On voit la constitution d'axes qui sont fondés sur la religion, non pas simplement comme axe, je dirais, spirituel, mais également sur ce facteur culturel que la religion constitue. Je prends les exemples, premièrement, sur les mondes musulmans, et là je fais une rectification, il n'y a pas un seul monde musulman, il y a plusieurs mondes musulmans. Alors premièrement, il y a le monde chiite. Le monde chiite, comme vous le savez, il a été, je dirais, construit à partir du XVIe siècle avec Ismaïl Ier et la Perse, qui a changé de nom dans les années 30 pour devenir l'Iran, était devenue, à partir des Safavides, en fait, la puissance politique dominante et directrice, je dirais, du monde chiite. Pour les musulmans sunnites, c'est un peu plus compliqué parce que depuis la disparition du califat, après la Première Guerre mondiale, les sunnites sont en train de rechercher de nouveau une direction politique avec, on le voit, se développer petit à petit, là, avec Erdogan, avec la résurgence d'un califat sunnite ottoman. Bon, bien sûr, les Arabes ne sont pas très contents, les Wahhabites tentent également donc de travailler pour un califat arabe wahhabite. Les frères musulmans en Égypte, qui sont une confrérie franc-maçonne, sont en train également de penser à de nouveau un autre califat sunnite, plutôt basé en Égypte. Et puis dernièrement, on a vu l'apparition d'un certain Abou Bakr el-Baghdadi avec la fameuse association, ou je ne sais pas, organisation qui s'appelle Daesh, l'État islamique, le IL, etc., qui veut imposer un autre califat, et il s'est autoproclamé calife. Nous avons un autre monde encore beaucoup plus important, un exemple plus frappant, qui est celui d'un axe qui est anglo-saxon protestant. Un axe anglo-saxon protestant, comme son nom l'indique, qui gouverne, je dirais aujourd'hui, qui est la puissance la plus importante au niveau mondial, et qui est constituée, comme son nom l'indique, des anglo-saxons. D'une part, l'Angleterre, et d'autre part, l'Allemagne. Et cet axe-là est fondé essentiellement, quand je parle de l'Allemagne, je parle de la dominance protestante au sein de l'Allemagne. Et nous avons l'Angleterre, qui, comme vous le savez également, est un pays à majorité protestante. Alors, ces deux composantes vont former petit à petit, surtout depuis les réformateurs, une puissance dominante et puis qui va entrer en rivalité avec le monde catholique, de diriger particulièrement notre pays, la France. Et cette rivalité, vous le savez, date avec les Anglais depuis la guerre de 100 ans, et avec les Allemands, la guerre de 30, et puis l'Empire germanique, etc. Et nous avons vu comment la France, la royauté, s'est rapprochée des Ottomans, en particulier de Soliman le Magnifique, pour essayer de contrecarrer, en fait, l'Empire germanique. Alors, les réformateurs, depuis les réformateurs donc protestants, il y a eu un bloc, je dirais, qui s'est rapproché, une sorte d'alliance, on la voit même aujourd'hui, notamment avec l'affaire du Mistral. La France a été obligée. 2 minutes 5 minutes. Voilà, je me permets, c'est ce que je fais
palais. Alors, dans l'affaire donc, de Mistral, nous avons vu en fait comment est-ce que les Anglais avec les Britanniques se sont liés ensemble pour peser sur la France. Alors, également les États-Unis. Les États-Unis sont devenus aujourd'hui le maître, je dirais, de ce monde anglo-saxon en raison des WASP, White Anglo-Saxon Protestants, les Anglais, les WASP, les Blancs, protestants, anglais, etc., et qui se sont liés, alors il faut le dire, également au sionisme mondial, parce qu'on le sait, c'est Jacques Bainville qui, dans Influence sioniste du 20 décembre 1920, dans l'Action française, avait souligné depuis Jabotinsky les liens qui existent entre le sionisme, entre les juifs et le monde anglo-saxon, ce qui justifie qu'aujourd'hui, toute la politique internationale menée par les États-Unis, par l'Amérique et par les anglo-saxons se passe par l'intermédiaire de l'AIPAC. Donc, comment contrecarrer ce monde anglo-saxon, ces différents mondes musulmans? Il y a également un autre monde, et là je serai très bref, c'est le monde orthodoxe. Le monde orthodoxe qui est dirigé par la Russie, qui constitue la capitale de l'orthodoxie politique. Et cela est devenu depuis la chute de Constantinople, et puis, on l'a vu, après la chute du communisme et la disparition de l'ex-Union soviétique, Moscou est redevenu la capitale, de nouveau, de ce monde orthodoxe qui est en train de se composer. Alors, la France, pays catholique, qui est de culture et de civilisation chrétienne et catholique, a renoncé à son baptême, ne peut redevenir une puissance chrétienne, catholique, directrice de ce monde chrétien catholique qu'en rompant avec la laïcité qui a été prônée et imposée par la franc-maçonnerie, comme nous le savons, sauf un roi chrétien catholique est capable de redonner à la France l'image qu'elle a toujours eue, la protectrice de la chrétienté, de la catholicité. On l'a vu quand on a parlé du Moyen-Orient, des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, c'est choquant de trouver que les musulmans chiites et l'Iran qui est en train de protéger les chrétiens d'Orient, alors que la France, supposée être la fille aînée de l'Église, faille à son devoir historique millénaire. Alors, vous allez m'autoriser encore 2 minutes grâce à cela. Deuxième axe, pour le premier, vous allez vous reporter à ce que j'ai écrit dans le rapport de ce colloque-là. Deuxième axe, c'est l'axe, je dirais, de la francité et de la francophilie. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail de la francophonie, mais quand même, nous disposons aujourd'hui d'une organisation qui s'appelle l'OIF, qui a été dirigée par Boutros Boutros-Ghali, je suis conseil, et qui, on le sait, malheureusement, aujourd'hui, c'est une organisation qui est sans couleur ni odeur, un peu comme l'oxygène. Encore, l'oxygène, ça donne un peu d'oxygène, mais l'OIF, ça ne donne absolument rien. C'est simplement de la figuration. Nous n'avons pas su profiter du réseau que nous disposons en Afrique. Vous allez dire, oui, mais l'Afrique, etc. Alors, certes, l'Afrique a des liens avec la France. Et ces liens sont dus à la République. Car il faut souligner que la colonisation de l'Afrique n'a pas été faite par la monarchie. Mais ce sont les républicains qui sont allés s'aventurer en Afrique. Et là, nous avons, par la force des choses, des liens que nous devons savoir maîtriser avec les Africains, que nos dirigeants républicains n'ont pas su faire. Pourquoi? En raison, on va vous dire, de la corruption et des gens corrompus en Afrique. Or, on le sait très bien, il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Et quand on voit nos dirigeants qui touchent de l'argent, des valises entières, et je ne veux pas vous faire des dessins pour les différents scandales, Elf et d'autres qui sont dans les pays africains.
Nous avons l'Afrique du Nord, je ne sais plus qui a parlé de l'Algérie. Nous avons fait un très mauvais choix en Algérie en abandonnant ce pays au FLN, alors que c'est un pays avec lequel on aurait pu maintenir de très bonnes relations avec les harkis que nous, à l'Action française, nous avons toujours défendus. Dernièrement, et de la même manière, nous ne pouvons pas rompre, comme les républicains le font, avec nos traditions millénaires de relations avec le monde musulman, les mondes musulmans en général, comme vous l'avez très bien souligné, Hilaire de Crémier tout à l'heure. Effectivement, la France a maintenu des relations séculaires avec les Ottomans depuis les capitulations, depuis la signature des capitulations par nos différents rois, en commençant par François Ier avec Soliman le Magnifique. Aujourd'hui, il est nécessaire de changer la politique. On le voit également en Syrie, et je terminerai là, parce que notre politique vis-à-vis du Moyen-Orient, ou du Proche et du Moyen-Orient, où nous avons été écartés. Quand je vois que ce sont les Américains qui signent aujourd'hui avec les Iraniens le traité du nucléaire, et la République et la France est devenue plus royaliste que le roi, en étant derrière les États-Unis, en se retournant contre l'Iran. De la même façon, nous sommes tous, la France plutôt, républicaine, s'est alliée aux rebelles en Syrie pour s'attaquer au régime actuel de Bachar el-Assad en soutenant les islamistes. Aujourd'hui, nous sommes en train de signer avec le Qatar et les pays du Golfe des contrats, notamment des contrats avec des armes qui vont alimenter les Front al-Nusra, Daesh et les autres mouvements qui vont par ricochet revenir sur notre territoire et nous causer des problèmes de sécurité qui mettent en péril notre sécurité intérieure. Je vous renverrai à la suite sur ce qui est... développé. Dans nos services secrets pour aider. Alors, dernière chose que je voudrais simplement dire, alors comment aboutir à ce projet, comment aboutir à cette politique-là? Eh bien, pas, vous allez me dire, la restauration, mais quels moyens peut-on faire pour restaurer la monarchie? Eh bien, j'ai réfléchi, tout à l'heure je parlais avec quelqu'un, la seule chose, c'est un événement providentiel, certes, mais également lutter, agir tous avec l'Action française, et il faut remercier l'Action française qui a organisé ce colloque qui nous a permis de réfléchir autour de ces sujets.